C'est l'histoire d'une femme courageuse, d'une ex-femme bizarre et surtout d'un homme, Jared Bridegan. Il a été retrouvé mort, abandonné sur une route isolée en pleine nuit. Il a été victime d'une embuscade. Police investigating a deadly shooting tonight. This is a live... Sa femme Kristen suppliera la police de Jacksonville de retrouver le coupable. Et en août 2023, soit 1 an et demi après le meurtre, Shawna Garner, la première femme de Jared, la mère de ses 2 premiers enfants, est mise en état d'arrestation. Shawna Garner est actuellement maintenue en prison. Elle n'a pas eu droit à une caution. Et en attendant son procès, il ne faut pas oublier qu'elle est présumée innocente. Bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, on s'aventure dans l'histoire tragique de Jared Bridegan, un homme de 33 ans, père de 4 enfants, qui a perdu la vie sur une petite route surnommée la route du sanctuaire. Jared et sa femme Kristen aiment la douceur de l'hiver en Floride. Ils habitent dans la banlieue de Saint-Augustine, une petite ville historique. Il n'y a que 15 000 habitants et on est à 60 km au sud de la capitale de l'État de Floride, Jacksonville. Jared a un très bon poste dans l'entreprise Microsoft. Il est designer. Et il a aussi un très bon salaire qui permet à Kristen, sa femme, de rester à la maison pour s'occuper de leurs 2 enfants. Jared a épousé Kristen en 2017, après un divorce houleux qui a eu lieu en 2015. Et il était heureux de tomber sur une femme aussi douce et pétillante que Kristen. 1 an après leur mariage, la petite Bexley vient au monde. Et en 2021, un petit garçon vient agrandir la famille Bridegan. Jared et Kristen sont très heureux et aussi très contents d'accueillir 1 semaine sur 2 les jumeaux qu'a eu Jared avec sa première femme, Shawna Garner. Malgré le divorce tumultueux, ils se sont mis d'accord sur une garde partagée. 50-50. Tous les mercredis, les jumeaux changent de maison. Un coup, ils sont avec leur mère à Jacksonville Beach, dans leur belle maison, et le mercredi suivant, ils partent chez leur père. Cette situation a l'air de très bien convenir aux jumeaux de 9 ans. Ils adorent venir chez leur père voir leurs demi-frères et demi-sœurs qui sont des bébés. Bexley a 3 ans et le petit dernier a 6 mois. D'ailleurs, le 16 février est un mercredi. Jared se prépare à ramener les jumeaux chez leur mère, il y en a pour 30 à 40 minutes. Il est 19 h et Bexley souhaite venir avec eux. Jared est d'accord, il est content d'avoir sa compagnie pour le retour. Alors que Kristen embrasse Liam et Abigail, Jared installe Bexley dans son siège auto à l'arrière de sa Volkswagen Atlas. Et tous les 4 partent vers Jacksonville Beach. Vers 20 h après avoir déposé les jumeaux, Jared fait une halte pour acheter une glace à sa fille. Il remonte dans la voiture et ensuite il appelle sa femme pour lui dire qu'il est sur le chemin du retour et surtout pour lui dire qu'il l'aime. Selon Kristen, tout semblait normal. Alors qu'il raccroche, il s'engage sur Sanctuary Boulevard, la route du sanctuaire, qui est en fait une route à 1 voie, pour accélérer vers l'autoroute. Tout d'un coup, ses phares éclairent une obstruction sur le milieu de la route. Il y a une roue. Il ne peut pas contourner l'obstacle, il y a des arbres et des arbustes de chaque côté de la route. Jared regarde dans son rétroviseur, il n'y a personne, il met les warnings et s'arrête. Il sort alors de son véhicule, laissant Bexley à sa crème glacée. Et au moment où il s'avance vers la roue, des coups de feu retentissent. Et s'ensuit des pleurs et des cris déchirants qui dureront plus de 3 minutes. Jusqu'à ce qu'un autre conducteur s'engage sur Sanctuary Boulevard. Quand il voit le corps au sol et la voiture arrêtée, il sort de son véhicule, court vers Bexley, l'attrape dans ses bras et appelle le 911. Il est un peu plus de 20 h 10 quand la police délimite la scène de crime. Kristen, inquiète de ne pas voir son mari et sa fille arriver, appelle sur le téléphone portable de Jared. Et c'est un policier qui répond. Il lui dit que Bexley n'a rien, mais qu'elle doit se rendre au plus vite au poste de police de Jacksonville Beach. Kristen et la famille de Jared vont être confrontés à une douleur insoutenable. J'ai choisi cette affaire car le courage de cette femme et du frère de Jared n'ont eu aucune limite. Ils se sont battus tous les jours pour que Jared ne soit pas oublié, pour que les enquêteurs ne lâchent jamais, pour que les journaux ne parlent que de lui. Lors des funérailles, Shawna Garner ne sera pas conviée, mais les jumeaux, eux, étaient invités. Shawna Garner refusera qu'ils s'y rendent.
Au bout de quelques semaines, les policiers arrivent à la constatation que Jared a été victime d'une embuscade. C'est une exécution. La roue au milieu de la route et les balles lui étaient destinées. Il n'y a eu aucun vol. Jared a toujours sur lui, quand on le retrouve, son portefeuille, son téléphone et son Apple Watch. Les policiers ont récupéré toutes les caméras de surveillance qu'il y avait aux alentours. Et ils se rendent compte qu'entre 17h et 20h, un pick-up Ford bleu F-150 de 2004 n'arrête pas d'apparaître. Il tourne autour de Sanctuary Boulevard pendant 3 heures. Mais hélas, il n'arrive pas à voir la plaque d'immatriculation. Il y a aussi une récompense pour tout renseignement amenant à une arrestation. Cette récompense est de 50 000 $ à ce moment-là. Mais en même temps, la police est aiguillée soit par les amis ou la famille de Jared sur une personne en particulier, son ex-femme, Shawna Garner. Shawna Garner a grandi dans une famille mormone en Utah. Ses parents ont une entreprise très convoitée par les membres de l'Église des Derniers Saints, qui s'appelle Stamp Up. Elle a un revenu de plus de 100 millions de $ par an. La famille de Shawna est très bien lotie. Shawna a rencontré Jared en 2009 alors que tous les deux étaient en visite chez des amis en Floride. Tous les deux avaient une vingtaine d'années et ils étaient membres de la même église, donc l'église des Derniers Saints. Leurs amis disent que Shawna a couru après Jared pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'enfin il décide de s'engager. Ils se marient en 2010. Ils s'installent en Utah. Les parents de Shawna leur offrent une maison à 800 000 $ et aussi 2 Mercedes. Aucun des deux ne travaille. Un an après, Shawna tombe enceinte. C'est Liam et Abigail. Mais ils détectent sur Liam un problème congénital cardiaque. Il leur est conseillé d'aller vivre dans un endroit au niveau de la mer, parce que les risques que Liam fasse un œdème des poumons ou une hypertension est élevé s'il reste en altitude. Ils décident donc de partir vivre au Connecticut. Les parents de Shawna leur offrent une autre maison à 800 000 $ et leur donnent aussi une rente de 8 500 $ par mois, avec un accès à leur carte de crédit aussi. Mais au bout de 2 ans de mariage, les choses ne vont plus très bien entre eux. Shawna a décidé de se retirer de l'église des Derniers Saints et à la place, elle consacre tout son temps à faire du sport. Elle veut être bodybuilder. Lui, Jared, a continué ses études et il est dans l'informatique et le cinéma. Quand Jared commence à voir que son mariage s'effrite, il propose à Shawna un nouveau départ. Ils vont aller s'installer en Floride, près de leurs amis et de la famille de Jared. Elle accepte. Quand ils arrivent là-bas, les parents de Shawna leur offriront une maison à 500 000 $ dans la petite ville de Jacksonville Beach, près de la mer. Mais les choses ne s'arrangent pas. Shawna a une nouvelle salle de sport où elle passe toutes ses journées. Et Jared, lui, essaye de finir ses études. Mais les disputes n'ont pas cessé. Shawna lui reproche d'avoir pris du poids et pour Noël 2014, Jared, pour faire plaisir à sa femme, lui offre des cours particuliers avec un coach sportif. Et ce qui devait arriver, arriva. Elle aurait eu une liaison avec lui, chose qu'elle va nier. Quelques semaines après, Jared découvre dans leur messagerie commune d'email des courriels à caractère érotique. Et ce n'est pas à lui qui sont adressés, mais au coach personnel. Il confronte alors Shawna. Celle-ci niera complètement la relation avec le coach personnel. Par contre, elle lui dira qu'elle ne l'aime plus, qu'elle ne veut plus le voir. En février, donc 2 mois après le cadeau, elle demande le divorce. Et le problème dans ce divorce, c'est que Shawna, elle veut garder la maison et avoir la garde complète et entière de ses 2 enfants. Mais Jared, lui, c'est pareil. Il veut garder la maison, disant tout simplement que Shawna a d'autres maisons partout, et aussi il veut la garde des enfants. Il veut la garde partagée. Dès 2015, alors que le divorce prend effet, la situation est infernale. C'est une vraie histoire d'horreur. Ils n'arrêtent pas de se battre, surtout pour la moindre petite chose. Et aucun des deux ne veut quitter la maison de Jacksonville Beach. Ils la veulent, et ils veulent les enfants aussi. La méchanceté ne fait qu'escalader. Et en juillet 2015, un juge décide qu'ils auront la garde partagée. 50-50.
Et c'est là qu'ils vont se mettre d'accord de garder les enfants 1 semaine sur 2. Jared, complètement étouffé, décide de quitter cette maison. Mais tous les deux n'arrêtent pas de se chercher. Jusqu'en 2017, quand Jared rencontre Kristen. Il décide de se tourner vers sa nouvelle famille. Il a commencé à travailler aussi chez Microsoft, il a un bon emploi et il voit ses jumeaux 1 semaine sur 2. Les choses semblent s'apaiser pour lui, mais ce n'est pas le cas pour Shona. Le ressentiment de Shona envers Jared ne fait que s'accentuer. Et pourtant, ça n'a pas vraiment de sens, parce que Shona, en 2018, elle a rencontré quelqu'un, Mario Fernandez, un agent d'entretien de la salle de sport. Ils se sont mis en couple et la même année, ils se marient. Mais elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle continue de traîner Jared devant les tribunaux. Elle veut la garde entière des enfants. Quelques mois après la mort de Jared, les policiers sont surpris de voir que une équipe entière d'un salon de tatouage se rend au poste de police. Depuis 2015, soit donc depuis son divorce, Shona était devenue une très bonne cliente du salon de tatouage. Et avec le temps, elle était devenue une amie. Elle venait même quand elle n'avait pas besoin de se faire tatouer. Pour tous, elle était devenue une copine tellement elle était présente dans ce salon. Voilà ce qu'un employé dira lors de sa déposition. Elle nous a parlé de son divorce et nous a dit que la vie pourrait être meilleure si quelqu'un pouvait le faire taire. Et ensuite, elle a demandé si on connaissait quelqu'un, parce qu'elle voulait vraiment qu'on le fasse taire. Je n'ai pas pris cela au sérieux, mais maintenant, je pense que ça l'était. 5 mois après le meurtre de son ex-mari, Shona Garner se rend compte qu'elle est l'objet de toutes les préoccupations de tout le monde. La première chose qu'elle dira, c'est que si elle n'a pas pris la parole avant, c'est parce que Kristen, la femme de Jared, le lui avait demandé. La journaliste lui demandera ensuite comment elle a réagi en apprenant la nouvelle. I fell to the floor because I was devastated for what I was going to have to tell my kids. Et surtout, la question la plus importante, est-elle coupable? Do you have anything to do with Jared's murder? No, I did not have anything to do with his murder. Et aussi la journaliste demandera si elle savait qui aurait pu commettre cet acte abominable. Do you have any idea who might have done this? I do not have any idea. As I said, we've been divorced. We don't run in the same social circles. All I know is that I would never want anybody to go through this. Elle dira qu'elle n'a aucune intention de quitter la ville de Jacksonville Beach, qu'elle ne veut pas chambouler davantage ses enfants. En même temps, cet été-là, elle engagera un avocat criminaliste. Elle dira que c'est pour protéger les enfants. Mais en fait, c'est sans doute pour se protéger à elle. Elle est suspecte, elle a tout intérêt à avoir un avocat qui la conseille. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas parce qu'on prend un avocat qu'on est coupable. On est loin de s'imaginer comment fonctionne le système de justice. Il vaut mieux avoir de bons conseillers. Elle ajoute ensuite que son mari, Mario, la soutient, qu'il est une force pour elle et pour ses enfants, que grâce à lui, ils peuvent passer à travers la tourmente. Mario Fernandez n'est pas connu de la police, mais par contre, il est connu du voisinage et il n'est pas du tout apprécié. Les voisins disent qu'il est agressif et surtout, il n'arrête pas de les intimider. Il se balade avec son pitbull comme si c'était le roi du monde. Mario Fernandez n'est plus un agent d'entretien dans un club de gym. Il est devenu maintenant agent immobilier. Il a des propriétés qu'il loue ou qu'il met en vente. Son statut a changé. En novembre 2022, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais Shona et les jumeaux, en pleine année scolaire, quittent la Floride et vont s'installer à l'opposé, dans l'État de Washington, dans une toute petite ville qui s'appelle Richland. Ses parents à Shona lui ont offert donc une maison dans cette ville, une maison à plus de 800 000 $. Et on ne sait pas pourquoi, mais Mario ne les a pas suivis. Mario est resté, lui, dans la maison de Jacksonville Beach, tout seul. En janvier 2023, 11 mois après le meurtre de Jared, alors que la police n'avait donné aucune nouvelle, une première arrestation est faite. C'est Henry Tennant, 62 ans. C'est le propriétaire du pick-up. Et un fait intéressant,
c'est que la roue qui avait été mise au milieu de la route, c'était la roue de secours du pick-up F-150 bleu. Henry Tennant a 3 chefs d'inculpation. Le premier, c'est meurtre au premier degré sur Jared Bridegan. Le deuxième, c'est association de malfaiteurs pour conspiration. Conspiracy to commit murder. We know Henry Tennant did not act alone. Et le troisième, c'est négligence sur enfant. Parce que la petite Bexley, quand elle était dans la voiture, ils ont retrouvé à côté d'elle, sur le fauteuil, des impacts de balles. Quand la personne a tiré sur Jared, les balles ont continué et sont allées se planter à quelques centimètres du siège auto. Bexley aurait pu être blessée ou tout simplement mourir. Kirsten and Jared's then 2-year-old daughter was directly in harm's way when her father was shot and killed in front of her. Le procureur pense que Henry Tennant n'est que le tireur. D'autres personnes l'ont embauché, car cet homme a un casier judiciaire long comme le bras. Mais tous les méfaits qu'il a faits ne révèlent pas un profil de génie du crime. Il a de multiples arrestations pour violence domestique, pour vandalisme, fraude, intrusion avec agression et sa spécialité, les conduites en état d'ivresse, conduite sans permis, conduite avec permis révoqué, accident de la route avec fuite. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand ils le mettent en arrestation, il est déjà en prison. Et à ce moment-là, on peut se demander quelle est la connexion entre Henry Tennant et Jared Bridegan, et surtout association de malfaiteurs avec qui? En mars 2023, Henry fait un accord avec le procureur. À la place de meurtre au premier degré, il a meurtre au second degré, c'est-à-dire non intentionnel. En fait, il n'aura pas la peine de mort. Il a la prison à vie. En échange, il décide d'avouer, il est le tireur, et surtout, il va livrer le ou les personnes qui ont conspiré pour la mort de Jared Bridegan. En fait, Henry va faire un accord avec le procureur parce que les policiers ont trouvé quelque chose de très important. Ils ont trouvé, parmi tous les dossiers d'arrestation de Henry Tennant, une adresse qu'ils connaissent. Le 5500 Potomac Avenue. Et c'est Mario Fernandez, le propriétaire, depuis 2018. C'est lui qui lui a loué la maison. Quelle coïncidence! Quelques jours après, Mario Fernandez est mis en état d'arrestation. Il est accusé du meurtre au premier degré avec intention sur Jared Bridegan pour sollicitation de meurtre et conspiration et aussi négligence sur enfant. Il encourt la prison à vie, lui aussi. Our investigation remains active and ongoing, and it has not stopped today with the arrest of Mario Fernandez Saldana. We all remain committed to seeking the truth, and that is the entire truth, and holding accountable every single individual involved in the murder of Jared Bridegan. Quand la police a un mandat d'arrêt et aussi l'autorisation de fouiller dans les comptes bancaires, ils vont se rendre compte que Mario a libellé 3 chèques à Henry Tennant au mois de novembre 2022, c'est-à-dire quand Shona est partie. Ils se rendent compte aussi qu'il y a eu des appels effectués avec des téléphones jetables entre Henry et Mario. En fait, au mois de février 2022, le mois du meurtre, il y a eu 30 appels téléphoniques entre Mario et Henry. En mars, 35. En mai, 9. Et après, plus rien. Donc la question se pose. Mario a-t-il décidé de tuer l'ex-mari de sa femme pour qu'elle n'ait plus d'ennuis, pour qu'elle n'ait plus de soucis, et surtout qu'elle ait la garde de ses enfants? Ou bien y a-t-il derrière tout ça quelqu'un qui tire les ficelles? Et le procureur pense que c'est le cas. À partir du mois de mars, ils vont organiser un grand jury en Floride. C'est-à-dire qu'ils vont regrouper un nombre de citoyens, ils vont en faire des faux jurés et ils vont faire un faux procès. Il n'y a que le procureur qui présente les preuves qui ont été récoltées par la police. Les faux jurés regardent les preuves et analysent la situation, les événements. Et en fonction, ils répondent à la question qui a été posée par le procureur, qui est « Est-ce que Shona Garner est coupable dans cette histoire ?» This morning, a Fourth Circuit grand jury indicted Shana Gardner for first-degree murder, conspiracy to commit first-degree murder, solicitation to commit first-degree murder, and child abuse. Les jurés répondront que oui, qu'elle est coupable au même titre que Mario. Il faut savoir que le procureur a peut-être présenté des preuves que l'on ne connaît pas actuellement. Et c'est sans doute le cas.
Mais dans un grand jury, il ne faut pas oublier que la défense n'est pas représentée. Il n'y a que le procureur et les preuves. Après ce faux procès, qui est tenu secret, Shawna Garner est mis en état d'arrestation en août 2023, il y a quelques semaines. Pour le procureur, Shawna aurait appelé Mario quand Jared a quitté sa maison. Mario, qui se trouvait à quelques mètres de Sanctuary Boulevard, a avisé Henry quand il a vu Jared passer, et puis Mario est rentré chez lui, pendant que Henry mettait la roue au milieu de la route. Le motif étant de satisfaire les souhaits de Shawna, ses souhaits les plus chers, c'est-à-dire de garder Liane et Abigail pour elle seule. Quand Shawna a été arrêtée, les deux enfants, Liane et Abigail, sont partis en Utah chez leurs grands-parents maternels. Sa famille, très riche, la soutient complètement et il la pense innocente. Ce n'est qu'une victime. Elle n'a rien fait. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont répondu aux demandes de la famille de Jared de rencontrer Liam et Abigail. Il faut se rendre compte que depuis février 2022, ni Kristen, ni la famille de Jared n'a revu ces deux enfants, qui sont de leur famille. Shawna actuellement est en prison sans caution, elle ne peut pas sortir avant son procès. Elle est aussi dans l'État de Washington, elle n'est pas en Floride, donc il y a une extradition qui a été demandée, qu'elle a refusée. Dans tous les cas, c'est sûr qu'elle va être rapatriée en Floride. Elle veut juste ralentir le mécanisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou même si vous l'avez aimée. Et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous pensez que Shawna Garner est impliquée dans le meurtre de Jared? J'attends avec impatience vos commentaires. Et si cette histoire vous intéresse, dites-moi-le et je couvrirai l'audience préliminaire parce que durant cette audience, on apprend toutes les preuves qu'ont la police. Et je pense qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. I plead with the Gardners to put the emotional and mental well-being of Liam Abbey above all else and allow them to reconnect with us. We are their family. We love them. We have prayed for them every single day for the last 547 days since they were ripped away and isolated from us.